Il y a quelques années, du jour au lendemain, je suis tombée malade et mon instinct me dit que c'était de la sorcellerie à travers la nourriture. Je m'étais mariée à un homme qui était un fils à maman et sa mère me détestait rien qu'en me regardant. Elle était jalouse de moi à tous les niveaux. Ça paraît fou, mais elle était jalouse car il était heureux avec moi et elle ne le supportait pas. Cette femme me détestait avant même de savoir qui j'étais. Elle a dicté tout notre mariage. Je lui ai dit que nous ne voulions pas de réception de mariage et que nous préférions dépenser l'argent pour notre lune de miel. Ça l'a mise hors d'elle. Inutile de dire qu'elle a quitté ma maison ce jour-là, furieuse, parce que je lui avais dit que je ne voulais certainement pas d'une belle-mère sortie de l'enfer. Mon futur mari était assis là à regarder pendant qu'elle me parlait comme ça dans notre propre maison. Ce soir-là, je lui ai dit qu'il devait lui annoncer que la réception était annulée et que c'était notre mariage et notre lune de miel, pas les siens. Elle contrôlait littéralement la vie de tous ses enfants et il la laissait faire, mais pas moi. Donc, il lui a dit le lendemain que nous n'aurions pas de réception. C'était la première fois qu'il lui tenait tête et il l'a fait pour moi. Ce fut le début de toutes les choses mauvaises dans ma vie. Elle est venue chez nous quelques jours plus tard pour s'excuser de la façon dont elle m'avait parlé et reconnaître qu'elle avait dépassé les limites. Je crois qu'à ce moment-là, elle plantait la graine de la sorcellerie. Croyez-le ou non, elle a fini par nous organiser une réception quand même, et elle a tout payé, même après tout le scandale que nous avions fait en lui disant que nous n'en voulions pas. Mon mari suivait tout ce qu'elle disait comme un petit chiot faible. Nous sommes partis en lune de miel et revenus. Nous étions heureux pendant quelques mois, puis il a commencé à changer. Plus elle me détestait, plus il devenait distant. Il sortait toute la nuit et s'éloignait de moi. C'est là que tout devient laid et mystérieux. Du jour au lendemain, j'ai commencé à tomber malade de façon étrange. Au début, peu importe combien je dormais, je ne pouvais pas retrouver mon énergie. Pendant des semaines, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon alors que j'étais à peine capable de me laver le visage sans être épuisée. Puis j'ai commencé à avoir des palpitations. Elles commençaient après que je mangeais. Elles étaient si fortes que je les sentais dans le bas de mon dos. Je suis allée plusieurs fois aux urgences, mais rien n'apparaissait aux examens. Après avoir mangé, j'avais l'impression de faire une crise cardiaque. J'allais aux urgences presque tous les jours. Puis ma mère a remarqué que je ne tombais malade que lorsque mon mari me préparait ses repas. Peu après, j'étais tellement malade que je ne pouvais même plus tenir debout. Il y a eu des moments où je restais allongée sur le sol de ma chambre pendant des jours, trop malade pour me lever. C'était horrible, et il s'en fichait. Il disait que je faisais semblant pour attirer son attention. J'ai fini par comprendre que c'était mon estomac qui causait les problèmes ou ce que lui et sa mère mettaient dans ma nourriture. Les médecins ne m'ont été d'aucune aide. J'ai dû prendre un congé au travail parce que j'étais trop malade pour travailler. Après avoir vu médecin après médecin sans réponse, j'ai demandé à mon cousin de m'emmener dans une autre ville, dans un hôpital plus sophistiqué. Le médecin m'a dit, après que je lui ai expliqué que lorsque je mangeais, ma tension chutait très bas, que j'avais l'impression d'avoir une crise cardiaque et que tout mon corps se contractait, que je faisais des réactions allergiques. Mais à quoi? Peu après, j'ai quitté mon mari et suis retournée vivre chez ma mère. Ma mère m'a dit de ne plus rien manger venant de lui et de rentrer à la maison parce que j'étais littéralement en train de mourir. J'ai commencé à aller mieux lentement. J'ai aussi rencontré des personnes qui connaissaient sa mère et qui m'ont dit que c'était de la sorcellerie et que cela venait de sa famille. J'ai même dit à mon mari que certaines personnes avaient affirmé que sa mère faisait de la magie noire et il m'a répondu qu'il n'avait jamais entendu ça. Il est même allé jusqu'à demander à son père et celui-ci a dit oui. Il a dit qu'elle et sa sœur Martha en faisaient depuis des années et qu'il les avait surprises sortant de chez un sorcier une fois. J'ai entendu son père le dire de mes propres oreilles. Je suis allée voir des personnes de prière et elles ont prié pour moi et certaines ont même renvoyé tout mal à l'expéditeur. J'ai même fait cette prière moi-même et devinez quoi, sa mère est tombée gravement malade en quelques semaines. Elle avait déjà un cœur fragile. Elle est restée des mois à l'hôpital et on pensait qu'elle allait mourir. Elle s'en est sortie assez pour rentrer chez elle, mais elle était toujours très malade, toujours en train de contrôler la vie de tout le monde et toujours en train de boire. Lui et moi ne nous sommes jamais remis ensemble. J'ai trouvé un logement pour moi et mes deux garçons et nous avons quitté la maison de ma mère. Comment puis-je prouver que c'était de la sorcellerie? Je cherche encore des réponses. Lui et moi sommes maintenant divorcés et il jure que je suis folle et que rien de tout ça n'a jamais été de la sorcellerie.
pratique la sorcellerie depuis environ 2 ans. Et je crée aussi des momies, des montures, des épingles et d'autres formes de taxidermie comme pratique spirituelle et artistique, à la fois pour mon propre bénéfice et pour aider les âmes des animaux à passer dans l'au-delà. Ces derniers temps, sans raison apparente, j'ai des rêves, des visions en méditation et un intérêt soudain pour les divinités et pratiques de l'Égypte antique, en particulier les dieux Seth et Anubis. Je suis une habituée de ma boutique ésotérique locale depuis environ 1 an et demi. La propriétaire pratique la sorcellerie et le travail psychique depuis des décennies et elle est très stricte sur les objets qu'elle vend, provenance éthique, artisans, etc. Je viens souvent pour regarder, acheter, lire ou prendre un café. Je connais assez bien le stock parce que je passe souvent. Je parlais avec une employée en regardant autour de moi quand j'ai été immédiatement attiré par un collier. C'était un gros morceau de jaspes rouge entouré de fils métalliques avec un pendentif représentant le dieu Anubis. Je ne l'avais jamais vu dans la boutique auparavant, mais quand j'ai demandé à l'employé depuis combien de temps il était là, elle m'a assuré qu'il était accroché à cet endroit depuis des mois. Pour donner une idée, il est assez grand, donc j'étais convaincu que je ne pouvais pas simplement l'avoir raté. Après ma visite, je suis rentré chez moi, et pendant 3 jours, je n'arrivais pas à sortir l'image du pendentif de ma tête. La seule façon de décrire ça, c'est que l'image était littéralement imprimée sur mes paupières quand je les fermais. Aujourd'hui, je suis retourné à la boutique pour acheter le collier et prendre de nouveaux cônes d'encens Black Opium et de la sauge, car je prévoyais de nettoyer ma chambre et purifier mon espace. En retirant le collier du crochet pour l'essayer, la première sensation que j'ai eue en le mettant autour de mon cou a été une brûlure soudaine, pas une brûlure intense, mais comme s'il y avait une petite flamme près de ma peau, avec un léger picotement. À la caisse, j'ai demandé à l'employé de purifier le collier à la sauge avant que je ne l'achète et ne le sorte du magasin. Ça a fonctionné et la sensation de brûlure a disparu, mais elle a été remplacée par une nouvelle sensation, comme des papillons là où ils reposaient sur ma poitrine. De retour à la maison avec le collier, j'ai commencé à nettoyer ma chambre. Un peu plus tard, j'ai allumé mon encens Black Opium pendant que j'enlevais mes draps. Quelques minutes passent et j'entends une bouteille vide tomber au sol. J'ai supposé qu'elle avait juste glissé. Bref. Une demi-heure plus tard, je pose mon sac à dos sur mon lit pour en sortir mes notes, mon classeur et mon ordinateur. Je quitte la pièce pour faire du thé et j'entends un bruit venant de ma chambre. Je reviens et je vois mon classeur par terre. J'avais posé mes affaires au milieu du lit, loin du bord du matelas. Enfin, environ 15 minutes plus tard, mon chien qui dormait dans ma chambre se réveille d'un coup, marche rapidement vers la porte ouverte et fixe le couloir menant au garage. Elle était hyper alerte, comme si elle n'avait jamais dormi. Elle est restée là à regarder jusqu'à ce que je lui parle et que j'allume la lumière du couloir, ce qui l'a comme réveillée. J'ai arrêté là. Je suis en train d'écrire ceci depuis le salon en terminant des devoirs. Ma maison n'a aucune histoire d'esprit négatif, d'activité paranormale, et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de décès sur la propriété. Je suis aussi un peu sceptique, donc je suis presque certaine qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Quelques précisions. Pour la bouteille vide, il n'y avait ni ventilateur, ni fenêtre ouverte, ni climatisation. 2 de mes amies sorcières sont convaincues qu'il s'agit d'un démon ou d'une entité malveillante possédant le collier, surtout parce que ces phénomènes ont commencé quand j'ai brûlé quelque chose pour la protection dans ma chambre. Je porte le collier en ce moment et je ne brûle rien et pour l'instant, rien d'étrange ne s'est produit pendant que j'étudie, à part la sensation constante de papillon là où il repose sur ma poitrine. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis très attachée à ce collier et je n'ai pas envie de le rendre. Mon père est décédé à l'hôpital de Sadakan, Sabah, en 2003. Il travaillait comme agent d'enregistrement dans un bureau gouvernemental. Un jour, 2 hommes sont venus le voir, un homme d'une 40aine d'années et un garçon d'environ 15 ans. Il y avait eu un énorme incendie à Sadakan qui avait ravagé tout un village appelé Kampong Sim Sim. Presque aucune maison n'avait survécu et beaucoup de gens avaient perdu leurs documents importants, comme leur certificat de naissance. Les 2 hommes sont venus demander à mon père de refaire les papiers d'identité du garçon, affirmant que son certificat de naissance avait été détruit dans l'incendie. Sadakan est proche d'une île des Philippines et il est courant que des personnes tentent d'obtenir illégalement la citoyenneté malaisienne. Mon père était un homme prudent et intègre, surtout dans son travail. Il a sorti un Coran et a demandé à l'homme de jurer que le garçon était vraiment son fils, que tout ce qu'il disait était vrai, sans aucune tromperie.
L'homme a refusé. Sentant que quelque chose clochait, mon père leur a demandé de partir. Avant de s'en aller, l'homme dit d'un ton menaçant : « Tu verras, si je ne peux pas me venger brutalement, je le ferai subtilement. » Quelques semaines plus tard, mon père est tombé malade soudainement, avec des symptômes étranges. Il avait extrêmement froid en pleine journée, puis brûlait de chaleur la nuit, sans aucune marque visible sur la peau. Il a été alité à l'hôpital de Sandakan pendant 1 mois. Les médecins étaient déconcertés. Ils ne trouvaient aucune maladie. Il était diabétique, mais ses symptômes ne correspondaient à rien de connu. Un guérisseur local pensait que mon père avait été victime de magie noire, peut-être impliquant une poupée. Quand il avait froid, la poupée aurait été mise au congélateur. Quand il brûlait, elle aurait été plongée dans de l'eau bouillante ou posée sur un cuiseur à riz. Après une séance de Rokia, mon père a commencé à aller mieux et a été autorisé à sortir. Il semblait en bonne santé tant qu'il restait loin de son bureau à Sandakan. Il avait même demandé une mutation à Kota Kinabalu pour être plus proche de nous, mais il devait retourner à Sandakan pour régler les formalités de sa mutation. Malheureusement, dès son retour, son état s'est aggravé. Il a été hospitalisé à nouveau. Cette fois, c'était encore plus grave. Le guérisseur qui l'avait aidé auparavant était décédé entre-temps. Il n'y avait plus de traitement efficace. Mon père est mort sans que les médecins ne découvrent jamais la cause réelle de sa maladie. L'homme qui l'avait maudit est venu le voir à l'hôpital, mais notre famille ne l'a appris qu'après sa mort. Mon père n'en avait parlé qu'à un collègue. Ce collègue nous a raconté qu'il avait vu cet homme sourire à distance, en observant mon père dans son lit d'hôpital. Il nous a dit furieux, si j'avais su qui c'était, je lui aurais réglé son compte. Mon père avait caché tout ça à ma mère, probablement pour la protéger, car elle avait passé presque 2 mois à son chevet. Le jour où il est décédé a été un déchirement total pour nous, mais par la grâce de Dieu, certaines choses se sont déroulées avec une facilité inattendue. Un des médecins amis de mon père a généreusement payé les billets d'avion pour ma mère et notre famille. Le transfert du cercueil a été organisé rapidement, et à notre arrivée à Kota Kinabalu, un convoi de police a escorté le corbillard jusqu'à notre maison. Mon partenaire a ses propres expériences concernant la magie noire utilisée contre sa famille, mais rien ne m'est jamais arrivé à moi, à ma connaissance, jusqu'à cette expérience que nous avons vécue ensemble. Il y a quelques années, mon partenaire et moi étions dans un train en revenant de la ville. Nous étions assis l'un en face de l'autre, en train de discuter tranquillement, quand il m'a dit qu'il y avait une femme plus loin dans le train qui n'arrêtait pas de le fixer. Nous avons supposé qu'elle essayait de le mettre mal à l'aise, exprès, à cause de ses origines. Alors nous avons essayé d'ignorer. Au bout d'un moment, il est devenu de plus en plus mal à l'aise, car son regard ne se détournait jamais, et il disait qu'on aurait dit qu'elle marmonnait dans sa barbe. Je suis venu m'asseoir sur le siège à côté de lui pour pouvoir la voir, et j'ai pensé : très bien, si tu veux fixer, je vais fixer aussi. On essayait surtout d'en rire. Après 1 minute, j'ai commencé à ressentir de vives douleurs dans la poitrine. Elles n'étaient pas atroces, mais difficiles à ignorer. J'ai d'abord laissé passer en me disant que c'était probablement juste du stress, et je n'en ai pas parlé à mon partenaire. Quelques minutes plus tard, il me dit qu'il ressent des douleurs dans la poitrine et les décrit exactement comme les miennes. Ça m'a perturbé, mais nous avons tous les deux essayé d'ignorer. Nous sommes arrivés à notre arrêt quelques minutes plus tard et avons quitté le train, soulagés d'être loin d'elle, mais les douleurs n'avaient toujours pas disparu une fois rentrés chez nous. C'est là que j'ai avoué que j'en avais eu aussi. Nous étions tous les deux effrayés et avons conclu qu'elle avait peut-être mis une sorte de sort sur nous. Nous sommes allés nous coucher et mon partenaire, étant religieux, prie avant de dormir. Il a fait ses prières habituelles, puis une autre prière de protection. Et je te jure qu'au moment même où il a terminé sa prière de protection, les douleurs dans nos 2 poitrines sont devenues très aiguës, puis ont disparu instantanément. J'étais à la fois stupéfaite et sous le choc. Je suis agnostique, donc j'ai toujours cru en Dieu dans une certaine mesure, mais je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. On pourrait dire que c'est une coïncidence que nos douleurs aient commencé et cessé en même temps, mais quelles sont les chances ? Aujourd'hui encore, j'aurais du mal à y croire si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Et pas seulement moi, plusieurs autres personnes aussi. J'avais 2 collègues qui étaient en couple et vivaient ensemble. La fille était toujours très pétillante et amicale.
Soudain, nous avons tous remarqué un changement dans son comportement. Elle est devenue très silencieuse et distraite. Son copain semblait aussi stressé. Après le travail, nous avons pris un verre avec eux et quelques autres collègues proches pour essayer de comprendre ce qui se passait. On s'attendait à des problèmes familiaux ou de couple. Elle nous raconte qu'elle vient de Perak, un petit village malaisien, et que ses parents ont conclu une sorte d'accord matrimonial lorsqu'elle était adolescente, sauf qu'il s'agissait d'un mariage fantôme, où un célibataire décédé était marié à une jeune fille vivante, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'une histoire de fiction, je sais, c'est ce que je me suis dit aussi. Elle a dit qu'elle rêvait parfois d'un homme, mais qu'elle n'avait jamais rencontré de problème, même après son départ pour Kuala Lumpur, pour le travail. Dès le début de leur relation, les choses ont commencé à mal tourner. Elle faisait sans cesse des cauchemars où elle sentait qu'on l'étranglait, etc. Elle nous a même montré des marques et des cicatrices sur son corps. Son copain a dit qu'elle se débattait, pleurait et criait souvent en dormant, ce qui l'inquiétait beaucoup. Il nous a raconté une anecdote. Un jour, alors qu'il était sorti, il a reçu un message vocal de sa copine. En l'écoutant, une vieille chanson chinoise s'est mise à jouer, et il a entendu comme une respiration masculine. Il nous a fait écouter cet enregistrement. Honnêtement, je ne savais pas quoi penser. Je ne savais pas non plus comment les aider. Ils ont tous deux quitté l'entreprise au bout d'un certain temps, et nous avons perdu contact. Apparemment, ils se sont séparés, et la jeune femme est retournée dans sa ville natale. On ignore ce qui s'est passé ensuite, ni si ce problème la poursuit encore. Logiquement, une telle chose semble impossible. Il doit y avoir une explication rationnelle, mais il est difficile de contester ce que nous avons vu. À l'époque où ces événements se sont produits, je vivais au Mexique. Ma mère, très croyante dans le paranormal, allait souvent voir une vieille dame qui vivait à la périphérie de la ville. Je parle d'un trajet de 30 minutes jusqu'à une zone rurale. Elle y recevait une limpia, purification religieuse, et se faisait aussi tirer les cartes. Comme j'étais l'aînée, j'accompagnais souvent ma mère et je restais dans la voiture parce que je ne croyais à rien de tout ça. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable et je sortais parfois de la voiture pour presser ma mère de partir. J'avais peur qu'elle conduise tard dans la nuit dans une région connue pour ses disparitions. Quand je suis entrée dans la petite maison en bois, bon sang, je sais que ça sonne comme de la fiction, mais tout est vrai. La vieille dame a ouvert grand les yeux et m'a dit que j'avais besoin d'une limpia. Je pensais qu'elle voulait juste soutirer plus d'argent, mais elle n'a rien demandé à ma mère. J'ai appris que ma mère l'a payé en lui apportant des courses. J'ai refusé poliment parce que je ne suis pas religieux et encore moins croyant dans les limpias. Elle a insisté, disant que j'avais une énergie très négative. J'ai fini par accepter pour en finir. Ce n'était pas la première fois qu'une personne spirituelle me disait ça. Et pour être honnête, elle m'a dit des choses qui se sont révélées vraies plus tard. La maladie de ma grand-mère et d'autres événements personnels. Elle avait aussi averti ma mère qu'elle rencontrerait quelqu'un qui prétendrait être une bonne personne, mais qui serait en réalité malveillante. La partie effrayante commence un an après ma seule limpia, quand ma mère a décidé que c'était trop loin et qu'elle avait rencontré une collègue de travail qui faisait la même chose. Cette femme lisait le tarot et d'autres trucs étranges. Elle venait du Chiapas, dans le sud du Mexique, alors que nous vivions dans le nord. Dès le début, je ne l'ai pas aimée, elle dégageait quelque chose de mauvais. Je ne sais pas pourquoi ma mère a voulu devenir amie avec elle. Pendant des mois, ma mère continuait de lui rendre visite, mais des choses étranges se produisaient dans sa maison. Lumière qui clignotait, télé qui s'éteignait, et ma mère voyait des choses qui la terrifiaient. La femme avait 5 enfants, 4 filles et un garçon, et j'avais une très bonne relation avec eux. C'est ce qui me gardait sain d'esprit. Elle m'a aussi répété que j'avais besoin d'une limpia. Ma mère a fini par moins l'apprécier, parce qu'elle se mettait à faire de la magie noire, du moins, c'est ce que ma mère m'a dit. Je raconte tout ça parce que l'événement qui m'a marqué à vie s'est produit dans cette maison. Nous les ados étions dans une pièce, et ma mère et la femme étaient dans une autre. Je ne comprends toujours pas ce que j'ai vu. Il y avait une lampe sur pied dans le couloir entre le salon où nous étions et la pièce où se trouvait ma mère. La lampe projetait une ombre, et je me souviens que je la fixais souvent quand je m'ennuyais, en attendant que ma mère sorte du couloir. Mais cette fois, il y avait une autre ombre, une ombre de petite taille, très petite, comme un humain minuscule. J'ai essayé de me convaincre que c'était l'ombre de quelque chose d'autre, mais ensuite, j'ai vu l'ombre bouger naturellement, comme si elle cherchait quelque chose. Elle bougeait les bras, fléchissait ses petites jambes difformes. J'avais peur, mais j'ai toujours eu cette impulsion stupide d'être courageux, d'être le leader. Si ça avait été un film, j'aurais été le type qui va vérifier le bruit et qui meurt comme un idiot. Je voulais prouver que ce truc ne bougeait pas, qu'il n'existait pas. Alors j'ai demandé à mon ami, « José Luis, c'est quoi ça, sur la lampe? Tu le vois ?» Sa réaction m'a glacé le sang.
Ses yeux se sont écarquillés et il m'a dit « Ignore-le, ne le regarde pas ». Ma bouche est devenue sèche, mais j'ai continué à regarder. Je n'arrivais pas à croire que ce truc était réel. Puis ma mère a crié et tout le monde a sursauté. La femme lui a dit que ce n'était rien. Ma mère a poliment dit qu'il était tard et qu'on devait partir. J'ai voulu revoir le petit homme, mais l'ombre avait disparu. J'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle avait vu le visage d'un homme à la fenêtre, mais seulement la moitié du corps. Elle pense toujours que j'ai un lien avec le paranormal, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai utilisé l'excuse que je sentais quelque chose de mauvais chez cette femme pour convaincre ma mère de ne jamais y retourner. Et c'était vrai, je sentais qu'elle était mauvaise, qu'elle pouvait nous faire du mal. J'ai repassé ce moment dans ma tête des centaines de fois. J'ai essayé de trouver des explications. Je pense toujours que j'ai vu quelque chose, mais que mon esprit a peut-être joué un tour. Pour commencer, je veux dire que je crois fermement au paranormal. Il y a environ un an, un vendredi soir dans l'Illinois, à Eastern Illinois University, moi et quelques potes avions décidé de nous retrouver. Pour info, je viens du Texas et c'était mon premier semestre là-bas. C'est une très vieille université avec beaucoup d'histoire. En tant que nouveau dans les dortoirs, j'avais souvent entendu parler d'un étage qui n'était plus occupé et bizarrement c'était un dortoir réservé aux filles, ce qui est inhabituel. L'histoire raconte qu'un soir, une étudiante étudiait un vendredi soir. C'est une école très festive, donc les dortoirs sont vides le vendredi soir. Pour faire court, la fille a été tuée par un concierge qui nettoyait les lieux. Pendant l'agression, elle a couru vers la chambre d'une voisine qu'elle savait présente, mais la voisine n'a pas ouvert par peur. Elle a seulement appelé la police. La fille est morte. Le concierge a été arrêté et envoyé en prison. La voisine s'est ôté la vie, j'imagine parce qu'elle se sentait coupable, mais certains disent qu'elle était hantée par la fille qu'elle aurait pu sauver. J'étais sceptique, alors j'ai fait des recherches, l'histoire était vraie. Même quelques professeurs l'ont confirmé. Quelques semaines plus tard, moi, mon meilleur ami Kyle et un pote Austin, on s'est retrouvés pour faire la fête. On a fini complètement bourrés. On rentrait au dortoir, il devait être 3 heures du matin, je ne l'oublierai jamais. Juste en arrivant à l'entrée, j'ai entendu une fille hurler. Je me suis retourné et à environ 50 mètres de l'autre côté de la rue, il y avait un groupe de filles debout en cercle, toutes habillées en noir. Au centre, une fille allongée, elle aussi en noir, qui hurlait. Ça m'a foutu une sacrée trouille au début, mais quand j'ai fait regarder Kyle et Austin, on était juste déconcertés. Puis en mode rationnel, j'ai commencé à leur dire que c'était sûrement un rituel de sororité et qu'on devait rentrer. Kyle, qui a tendance à exagérer parfois, m'a dit « Frère, non, c'est pas un putain de rituel. » Austin, lui, était terrifié, et je rappelle qu'on était tous ivres morts. On parlait en articulant à peine, et ma vision était complètement floue. Et là, d'un coup, alors qu'on les fixait tous les 3, les 8 filles ont disparu, littéralement. Pas de fumée, pas de mouvement, pas de marche rapide. Elles étaient là une seconde, et la seconde d'après, plus rien. Je me souviens qu'on est monté dans l'ascenseur, et qu'aucun de nous ne pouvait parler. Je répétais juste, j'ai vraiment vu ça. J'étais tellement ivre que j'étais à 2 doigts de m'endormir debout. Mais après ça, impossible de dormir. Je me suis mis à genoux et j'ai prié pour être protégé. Ce qui m'a le plus glacé, c'est que ces filles nous avaient forcément vus, mais elles se comportaient comme si on n'existait pas. Ne m'insultez pas en disant que cette histoire est fausse. La vérité, c'est que j'aimerais qu'elle le soit. Je n'ai jamais cessé de penser à ce que j'ai vu cette nuit-là. Il y a quelques années, moi et 2 potes étions intéressés par l'occulte et on connaissait un endroit où des gens faisaient des séances, des rituels spirituels, occultes, des trucs sombres. On s'est dirigé vers cet endroit, une vieille ferme à 2 étages au milieu de nulle part. On y était allé des dizaines de fois en journée et rien de flippant ne s'était jamais produit. Il fallait marcher environ 8 km dans les bois jusqu'à ce que tout s'ouvre en une clairière où la maison se trouvait. C'était magnifique à voir, la maison délabrée, la forêt autour, la clairière. Elle avait été taguée pendant des années, puis oubliée, du moins c'est ce qu'on croyait. Il faisait presque nuit quand on est arrivé dans la clairière. La maison était toujours aussi belle, mais cette fois quelque chose clochait. Mon instinct me disait de me casser d'ici. J'ai ignoré mon intuition et j'ai suivi mes amis. On s'est approché de la maison alors que la nuit tombait complètement. J'ai ouvert la porte et comme d'habitude, il y a eu ce vieux grincement en bois que j'aimais entendre.
Mais cette fois, la sensation de danger était forte. Il y avait vraiment quelque chose de différent dans la maison. J'ai fini par dire à mes potes que je ne le sentais pas. Ils ont juste rigolé et m'ont traité de mauviette. On est monté à l'étage comme d'habitude, à notre spot où on fumait pendant des heures. On était là depuis une trentaine de minutes quand j'ai commencé à entendre des voix, juste assez loin pour ne pas comprendre, mais assez proche pour savoir que c'était une conversation. Je l'ai dit à mes potes qui étaient en train de faire des effets de lumière avec la lampe torche. Ils ont vite éteint la lumière et on s'est mis à écouter. Il y avait beaucoup de pas, comme un grand groupe qui approchait. On a entendu la porte grincer et on s'est déplacé dans une pièce adjacente, celle où le sol ne craque pas si tu marches vite. On a regardé un groupe de personnes entrer dans la maison, toutes tenant des bougies, et aller dans le salon juste en dessous de nous. Une fois dans le salon, ils ont commencé à installer une grande tenture avec un genre de sillage dessus. Après l'installation, ils ont commencé à se passer des calices et des sacs. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y avait dans ces sacs. Le chef a commencé à parler dans ce qui ressemblait à du latin ou une langue inconnue. Il y a eu beaucoup de murmures avant qu'ils ne prennent tous une gorgée et s'allongent en demi-cercle autour de la tenture, tout sauf le chef. Lui continuait à parler avec passion. C'est là que des ombres ont commencé à danser dans la pièce. Je pensais halluciner, mais c'était réel. Des ombres dansaient vraiment dans le salon en dessous. J'ai regardé mes potes pour confirmation. Ils fixaient la scène eux aussi. Puis j'ai regardé de nouveau et j'ai été horrifié. Le chef nous regardait. Il levait les yeux vers nous. On a détalé. On a sauté du toit du premier étage et on s'est enfoncé dans les bois. Tout ce que j'entendais derrière nous, c'était des hurlements jusqu'à ce qu'on soit proche de la route principale. Mon cœur battait tellement fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi flippant, mais ça a clairement éveillé mon intérêt pour l'occulte, le surnaturel, etc. Pour donner un peu de contexte, quand j'étais jeune, peut-être 8 ou 10 ans, ma famille m'a raconté une histoire selon laquelle mon oncle était tellement plongé dans la magie noire, l'adoration des démons, qu'il avait dû sacrifier son œil pour sortir des ennuis dans lesquels il s'était mis, et qu'il faisait toutes ces choses dans la maison de ma tante. 1 an plus tard, on finit par vivre chez ma tante, dans la même maison où mon oncle faisait ses trucs démoniaques. Une nuit, je me réveille et je regarde la porte de la chambre où je dormais. Je dormais sur un matelas gonflable au sol. La porte était à moins d'1,50 m de moi et elle commence à s'ouvrir lentement. À ce moment-là, le petit moi de l'époque commence à paniquer sévèrement, mais le pire arrive juste après. La porte s'ouvre et révèle une silhouette grande, mince, d'apparence démoniaque, entièrement noire, sans traits, juste une silhouette sombre. Elle commence à avancer vers moi et je me mets à hurler pour appeler mon cousin. Petite précision, on partageait la chambre, mais il n'était pas là quand je me suis réveillée. Il ouvre alors la porte de la salle de bain juste en face, et quand il l'ouvre, la lumière de la salle de bain illumine l'obscurité et la silhouette disparaît dès que la lumière la touche. Ma tante sort et me réconforte. Elle me dit que je n'ai vu que l'ombre d'une personne dehors, alors que personne n'était réveillé à part mon cousin qui était dans la salle de bain. Ça m'a terrifiée pour de vrai, et je ne l'ai jamais oublié depuis. Même aujourd'hui, ma famille entend l'histoire et ne me croit pas, mais peu importe. Moralité, ne restez pas dans des maisons qui ont été utilisées pour l'occulte. J'ai reposé la question à ma famille pour le sacrifice de mon oncle et apparemment, il n'a pas juste sacrifié son œil. Il se l'est arraché avec une cuillère et l'a utilisé pour négocier sa sortie du pacte qu'il avait fait avec je ne sais quoi. Apparemment, l'œil n'est pas la seule chose qu'il a donnée dans son accord. J'ai demandé à ma famille de jurer sur leur vie qu'ils ne continuaient pas une vieille blague qu'ils m'auraient faite quand j'étais enfant et ils l'ont fait. Ce ne sont pas des gens qui mentent sur ce genre de choses, donc ça me fait encore plus flipper en y repensant. Et si ce qu'il avait négocié n'était pas suffisant et que ça revenait chercher quelque chose de plus précieux? À la fin des années 90 et au début des années 2000, plusieurs membres de ma famille avaient peur de la maison de ma grand-mère à cause d'expériences paranormales qu'ils y avaient vécues. À cette époque, une de mes cousines qui y vivait, ainsi que quelques femmes du quartier, étaient soupçonnées de pratiquer la magie noire. Je n'ai jamais confronté ma cousine à ce sujet, mais je suis entrée une fois dans sa chambre pour chercher un peigne et je suis tombée sur un livre qui ressemblait à un recueil de prières ou de sorts. Le livre avait une couverture noire et si je me souviens bien, une sorte de faucheuse dessinée dessus.
Voici quelques événements qui sont arrivés. Environ 4 ou 5 membres de la famille ont dit s'être réveillés avec une vieille femme en train de les étrangler avant qu'elle ne disparaisse soudainement. Mon grand-père a dit s'être réveillé un soir avec un chien noir aux yeux rouges qui grognait dans sa chambre. Un de mes oncles affirme avoir vu ma cousine glisser à quelques centimètres du sol dans un couloir au milieu de la nuit. Ma grand-mère a raconté que son petit chien était entré dans la chambre de ma cousine en aboyant, puis qu'on avait soudain entendu comme si quelqu'un l'avait frappé. Elle était seule dans la maison. Le chien a été retrouvé mort dehors un jour, le ventre ouvert et les entrailles sorties. Je ne me souviens plus combien de temps après le premier événement. Une fois, pendant un rassemblement familial, on a entendu comme si toutes les casseroles et poêles de la cuisine étaient tombées par terre. Quand ils sont allés vérifier, rien n'avait bougé. Une autre fois, lors d'un rassemblement familial, ma cousine avait passé la nuit chez une amie et un cousin avait dormi dans sa chambre. Le matin, je l'ai trouvé dans le salon. Il m'a dit qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit et qu'une silhouette sombre le fixait. Il a couru hors de la chambre. Une vieille dame du voisinage a dit à ma grand-mère qu'elle avait vu l'arbre à côté de la maison en feu la nuit à plusieurs reprises. Un autre oncle affirme avoir vu un diable d'environ 1 mètre de haut. Il refusait d'approcher la maison après la tombée de la nuit. Une fois, je suis entrée dans la chambre de ma cousine et j'ai vu dans le miroir la porte en train de se refermer derrière moi. J'ai paniqué et je suis allée la rattraper avant qu'elle ne se ferme complètement. Je suis restée là à essayer de comprendre pourquoi elle faisait ça, mais je n'ai jamais réussi à reproduire le mouvement. Quand je suis retournée dans la chambre, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu la porte se refermer à nouveau. J'ai couru dehors et je ne suis plus jamais retournée dans cette pièce seule. Une autre fois, je suis entrée seule dans la maison pour prendre des vêtements de rechange. Ils étaient dans une pièce qui partageait un mur avec la chambre de ma cousine. Je fouillais dans une commode quand soudain j'ai entendu un bruit, comme si quelqu'un frappait le mur avec une masse, mais je ne pouvais pas dire de quel côté. J'étais plus confus qu'effrayé, alors j'ai pris ce dont j'avais besoin. Au moment où j'allais sortir de la pièce, j'ai entendu le bruit à nouveau. Cette fois, je pouvais clairement dire que ça venait de la pièce d'à côté. J'ai couru hors de la maison et j'ai attendu dehors jusqu'à ce que ma grand-mère rentre. Après la mort de ma grand-mère, il y a environ 12 ans, la maison est restée vide pendant quelques années avant d'être vendue. Aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de très étrange. Je vais raconter l'histoire sans donner trop de détails sur l'endroit où je me trouve. Après une longue recherche d'un guérisseur, aujourd'hui je suis allée en voir un dans mon pays, dans un endroit extrêmement rural et isolé. Quand je suis arrivée, il y avait une longue file de personnes qui attendaient. Beaucoup étaient des habitués et tous le louaient en disant qu'il les avait aidés avec divers problèmes. Il y avait plein de voitures luxueuses et de gens bien habillés et il avait une licence délivrée par le pays. Sa licence date de 1999. Nous avons attendu 2 heures dans la salle d'attente, puis ce fut notre tour d'entrée. J'y suis allée avec mon ami. Quand je suis entrée, j'ai dit que je ne savais pas exactement pourquoi j'étais venue et que j'avais des problèmes dans ma vie. Il m'a demandé mon nom et celui de ma mère. Il a fait quelques calculs, puis il a tracé des lignes et a dit « On t'a fait de la magie ». Je n'y ai pas cru et j'ai dit que je savais que j'avais beaucoup de blocages et d'énergie négative, mais que je doutais que cela vienne de la magie. Il m'a demandé d'enlever ma chemise pour faire un examen. À ce moment-là, je l'ai informé que je n'avais pas d'argent sur moi parce que je suis venue par hasard. Je n'avais pas prévu de venir le voir. Il a dit que ce n'était pas grave. J'ai enlevé ma chemise et il m'a donné un drapeau. C'est un drapeau qu'on utilise dans certains sanctuaires chez moi. Il m'a demandé de le mettre sur mes épaules. Puis il a pris un bol en bois, m'a demandé de taper dessus 3 fois. Ensuite, il a versé de l'eau d'une bouteille d'eau normale, a recouvert le bol avec ma chemise et m'a demandé de tenir le bol. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Il a parlé à une cliente qui était en route, lui disant qu'il allait bientôt fermer, etc. À aucun moment, il n'a touché le bol. Une main était sur le bureau et l'autre tenait le téléphone. Après l'appel, il a attendu encore 1 minute. Je me sentais étourdie à ce moment-là et mes mains avaient envie de lâcher le bol, mais je l'ai gardé. Puis il m'a demandé d'enlever mes mains et à retirer ma chemise du bol. Et là, il y avait de la terre, des cailloux, des mouchoirs noués et un papier plié. Tout était boueux et mouillé. J'étais sous le choc et j'ai demandé « D'où ça vient ?» J'ai tenu le bol tout le long, l'eau était claire. Il a dit que les anges avaient apporté la magie qui avait été faite sur moi et qui avait été enterrée dans une tombe. Il a pris le papier, l'a déplié et c'était un long texte avec mon nom et celui de ma mère.
Chez nous, on utilise toujours le nom et le nom de la mère, même les lecteurs de tarot le demandent, et même dans les prières on l'utilise. C'était écrit pour moi, et c'était pour bloquer tout dans ma vie. Il a défait les nœuds et m'a dit que maintenant le sort n'était plus actif parce qu'on l'avait ramené. Je n'avais pas d'argent sur moi, alors je lui ai donné ce que j'avais, l'équivalent de 5 $ dans notre monnaie. Il les a pris et ça lui allait. Il m'a dit que j'étais maintenant libérée du sort qui avait été fait quand j'étais petite. Après être partie, je jure que j'avais toujours senti des nœuds dans mes épaules et je disais à mon ami sur le chemin que j'avais besoin d'un massage. Après être sortie, cette douleur avait disparu. Je me sentais tellement légère comme jamais auparavant. Ça ne fait que quelques heures et je suis encore sous le choc. En sortant, il y avait des femmes qui attendaient. Je leur ai demandé si ça pouvait être un trucage. Et certaines ont dit qu'elles avaient amené des gens ou fait le test elles-mêmes et que leur eau était restée propre et que ça n'apparaît que quand il y a vraiment quelque chose. Quand j'avais 16 ans, ma famille a emménagé dans une nouvelle maison et c'était la première fois que chacun de nous, les enfants, allait avoir sa propre chambre. Mes parents ont dit que je pouvais choisir ma chambre en premier parce que j'étais l'aîné, mais j'ai décidé de prendre simplement celle qui resterait. Je n'étais à la maison que pour dormir entre le travail, l'école et le football, donc je ne me souciais pas vraiment de la taille de la chambre ou de quoi que ce soit. Le jour du déménagement, j'ai posé mes affaires dans un coin du salon pendant que tout le monde choisissait sa chambre, puis j'ai aidé mes parents à décharger nos affaires. Vous pouvez imaginer ma surprise quand j'ai découvert que la seule chambre qui n'avait pas été choisie était la plus grande après la chambre principale. Pour être honnête, je ne savais pas quoi faire de tout cet espace. Nous venions d'une maison où il n'y avait presque pas assez de place pour marcher parce que les lits de mes frères et sœurs étaient collés aux miens. Et maintenant, j'avais une chambre pour moi tout seul, plus grande que celle que je partageais avant. Une fois que j'ai tout installé, je suis allé chercher mon chien pour qu'on regarde un film dans ma chambre. On regardait des films ensemble depuis qu'on l'avait adopté 6 ans plus tôt, donc c'était une habitude. Je l'ai trouvée en train de se reposer dans le salon, après une journée à courir dans le jardin, et je l'ai appelée pour qu'elle me suive après avoir choisi un film dans notre collection. Elle n'avait jamais pu courir sans les savants parce qu'on vivait dans une maison en rangée sans jardin, donc elle s'éclatait. Elle m'a suivi jusqu'à la chambre de mon frère, puis elle a refusé d'aller plus loin. Ma chambre était au bout du couloir et faisait partie de la maison d'origine. Tout le reste, sauf ma chambre et la salle à manger, avait été ajouté plus tard, donc il y avait une certaine distance entre ma chambre et les autres. J'ai supposé qu'il n'avait pas encore exploré toute la maison et qu'elle avait juste besoin de temps pour s'habituer, alors j'ai laissé tomber et j'ai regardé mon film seul. Plus tard dans la nuit, je dormais profondément quand je me suis réveillé sans raison, fixant l'obscurité en me demandant ce qui m'avait tiré du sommeil. J'ai appuyé sur le bouton de mon réveil et une fois que mes yeux se sont habitués à sa lumière bleue aveuglante, j'ai vu qu'il était un peu plus d'1h30 du matin. Quand mon bras est sorti de la chaleur de ma couverture pour activer la lumière du réveil, j'ai immédiatement senti à quel point la pièce était froide. En octobre, en Arizona, il fait encore assez chaud pour se promener dehors en débardeur et en short, mais là non. Je me sentais toujours mal à l'aise quand j'étais seule dans cette chambre, alors j'ai fini par convaincre mon chien de dormir au pied de mon lit une nuit pour me rassurer. Elle est restée toute la nuit, mais elle semblait stressée, et le matin, quand je me suis levée pour la laisser sortir, elle a refusé d'aller de ce côté de la maison. À ce stade, mes affaires commençaient à disparaître. Des devoirs, des crayons, puis réapparaissaient exactement là où je les avais laissés quelques jours plus tôt. Et j'avais constamment l'impression que quelqu'un me regardait par-dessus l'épaule. Je ne pouvais même plus laisser la porte du placard ouverte. Ça rendait toute la pièce bizarre. Après environ 1 mois, j'ai commencé à dormir sur le canapé du salon et à éviter ma chambre autant que possible. Après une semaine à dormir sur le canapé, mon frère a décidé qu'il voulait échanger nos chambres, puisque je n'utilisais presque plus la mienne et qu'il avait plus d'affaires que moi. Même si j'ai essayé de lui dire que c'était une mauvaise idée, on a échangé. Je n'ai rien vécu d'étrange dans ma nouvelle chambre et il ne disait rien non plus, donc j'ai pensé que j'avais juste été parano, jusqu'à quelques jours. Une nuit, j'ai entendu du bruit venant de mon ancienne chambre et j'ai supposé que mon frère déplaçait des trucs. Il était du genre à rester éveillé tard, donc ce n'était pas inhabituel. Le lendemain matin, il avait l'air épuisé et je lui ai demandé pourquoi il passait la nuit à faire du bruit. Il m'a lancé un regard noir et m'a demandé de quoi je parlais. Et quand j'ai dit que je l'avais entendu bouger des choses toute la nuit, il est devenu pâle. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais il a nié, et on a continué notre journée. J'ai commencé à remarquer qu'il était plus irritable que d'habitude,
et qu'il dormait beaucoup pendant la journée. Ma mère l'a remarqué aussi, et on a fini par lui demander ce qui n'allait pas, jusqu'à ce qu'il nous le dise enfin. Il vivait les mêmes choses que moi dans cette chambre, mais ça ne le dérangeait pas, parce que ça l'intriguait. Ma famille est très religieuse, sauf lui. Il avait décidé très jeune qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la religion, et on l'a laissé faire parce qu'on ne voulait pas que ça crée des tensions. Il nous a dit qu'il s'intéressait à la magie noire et à ce genre de trucs. Je n'y connais rien, donc je ne vais pas prétendre comprendre. Il a dit qu'il s'amusait à faire des sorts et des rituels, et qu'une nuit, il s'était réveillé en voyant une silhouette sombre qui le regardait depuis le placard. Quand il s'est levé pour venir me crier dessus en pensant que j'essayais de lui faire peur, la chose s'est ruée vers lui et a disparu dans l'air. Il s'avère que les bruits que j'avais entendus cette nuit-là, c'était lui qui essayait de comprendre ce qui avait pu provoquer ça. Ça empirait avec le temps, avec ce genre d'événements qui devenaient réguliers et finalement, le reste de la famille a commencé à vivre des choses étranges aussi. Il joue encore avec des cartes de tarot et parle parfois d'essayer de se procurer une planche Ouija, donc je ne sais pas trop quoi faire, mais il partira bientôt à l'université, et moi je pars dans l'armée cet été pour payer mes études, donc j'imagine qu'il devra gérer ça lui-même. J'aimerais pouvoir l'aider, c'est mon frère, et je n'ai pas envie qu'il s'amuse avec des choses qu'aucun de nous ne comprend, et qu'il se retrouve dans une situation dont je ne pourrai pas le sortir. Mon oncle avait commencé à trouver des morceaux d'os de chien enveloppés très serrés dans un tissu rouge, cachés dans les coins les plus difficiles d'accès de la maison. Un tantrique a confirmé qu'il s'agissait d'une manifestation de magie noire et que l'une de nos grandes tantes, vivant au village ancestral, en était responsable. Il nous a aussi expliqué que le rituel utilisé contre notre famille consistait à enfermer un poulet vivant dans un matka, ou en terre cuite, puis à l'enterrer profondément. Dans notre cas, le matka, appelé Maran Patra, bol de mort, avait été enterré à 7 poignées de profondeur. Ça signifiait que le rituel était irréversible et, comme une attaque kamikaze, finirait par se retourner contre celle qui l'avait lancée. Mais ma grand-mère refusait de croire que sa propre sœur pouvait faire quelque chose d'aussi horrible et nous interdisait de la confronter. Cette grande tante avait toujours été jalouse de ma grand-mère parce qu'elle était stérile. Ma grand-mère, elle, avait 3 fils, ce qui dans la société patriarcale du Bihar était considéré comme extrêmement viable. Quand mon oncle était bébé, il faisait de fortes fièvres chaque fois qu'il se rendait au village ancestral. La fièvre disparaissait dès qu'on lui mettait autour du cou un pendentif protecteur donné à ma grand-mère par un prêtre de temple. Une fois, mon oncle a eu une forte fièvre alors que le pendentif était bien en place. Quand ma grand-mère a appelé le prêtre, il lui a dit calmement que quelqu'un avait retiré le yantra, diagramme cosmique, placé à l'intérieur du pendentif et qu'il allait lui en envoyer un nouveau. Le pendentif s'est effectivement révélé vide. Ma tante est décédée en 2019 après une courte maladie, laissant derrière elle un fils de 2 ans. Nous ne soupçonnions rien d'anormal, mais ce qui s'est passé dans les jours suivants nous a fait penser que quelque chose nous échappait. Dans la tradition hindoue, une période de deuil de 13 jours commence le jour du décès. Pendant ces 13 jours, notre maison a été envahie d'activités paranormales. Les jouets près du berceau du bébé s'allumaient tout seuls et émettaient des bruits stridents. Le bébé bondissait dans son berceau comme si une force invisible essayait de le soulever sans y parvenir. Les étagères de cuisine se mettaient à trembler au milieu de la nuit et les lumières clignotaient sans raison. Une partie du rituel consiste à offrir une boule de farine aux corbeaux et aux petits animaux, considérés comme des incarnations de nos ancêtres. Dans le cas de ma tante, aucun animal n'a approché l'offrande, encore moins goûté. Beaucoup de proches ont insinué que ma tante était encore attachée à son fils et refusait de passer de l'autre côté. Puis le 13e jour, nos soupçons ont été confirmés par un événement que je suis encore incapable d'expliquer. Le premier jour du rituel, une lampe en terre cuite appelée Diya est allumée dans la chambre du défunt. Chaque jour suivant, on la déplace un peu plus loin vers la sortie de la maison, symbolisant le chemin de l'âme vers l'au-delà. Le dernier jour, la lampe doit être placée à l'extérieur, marquant le passage final. Mais lorsque la lampe de ma tante a été posée dehors, la mèche a refusé de s'enflammer. Je dis refusé parce que nous avons vidé une boîte entière d'allumettes sans succès. Un peu d'huile s'est renversée sur la boîte, rendant les allumettes restantes inutilisables. Quelqu'un est parti en acheter une autre. Les tantes très religieuses ont commencé à pleurer quand l'une d'elles a eu une idée. Pour contexte, il y a chez nous une idole de la déesse Kali imprégnée de prana pratishta, énergie vitale. Mon grand-père l'avait commandée à un dévot de Shakti en 1977, mais n'a pu la ramener qu'en 1978 à cause de l'état d'urgence imposé par Indira Gandhi. Il l'adorait en offrant son propre sang,
Pendant 40 ans, elle a été vénérée par notre famille comme une mère. On lui offre de la nourriture 2 fois par jour. Elle est lavée et soignée par les femmes de la maison et reçoit une chaîne en or à chaque occasion. Une fois, un incendie a ravagé les bidonvilles près de chez nous et notre domestique gravement brûlée avait tout perdu. À l'hôpital, elle s'est effondrée aux pieds de mon grand-père en avouant qu'elle avait volé une chaîne du cou de la déesse et que ce qui lui était arrivé était une punition. Une autre fois, ma mère ne voulait pas assister à un mariage et a prié la déesse de l'en dispenser. Le lendemain, tous ses bagages, bijoux et vêtements ont été volés dans le train et elle a passé la journée au poste de police au lieu du mariage. Finalement, l'une de mes tantes a couru vers le sanctuaire de Mère Kali et les mains jointes a crié « Mère, aide-la !» À notre stupéfaction, la mèche s'est immédiatement enflammée. Le reste des rituels s'est déroulé sans incident. Quand j'avais environ 6 ans, ma famille a commencé à remarquer que notre nouvelle maison était hantée. Du moins, à l'époque, on pensait que c'était la maison. Les esprits et entités ont tendance à s'attacher aux gens, pas aux lieux. Ce fantôme que nous croyions avoir chez nous a commencé à se manifester par de petites choses. Des clés qui disparaissaient, des bouteilles qui tombaient du comptoir, etc. Après environ 3 semaines de ces petites nuisances, mon frère et moi sommes descendus au sous-sol, là où se trouvait notre salle de jeu. En descendant les marches, mon frère qui avait 8 ans à l'époque s'est arrêté net. Tout ce qu'il a dit c'est « Ashley, cours !» J'ai cru qu'il essayait de me faire peur, alors j'ai ri et j'ai continué à descendre, mais il insistait pour qu'on parte. Finalement j'ai cédé et je suis remonté avec lui. Il s'est mis à pleurer devant nos parents, parlant d'une grande silhouette. Il disait qu'il nous regardait. À partir du moment où mon frère a vu cette silhouette sombre, les choses ont dégénéré très vite. Tout le monde la voyait, parfois même avec des détails. Nous faisions tous les mêmes cauchemars les mêmes nuits. On entendait nos parents nous appeler depuis le rez-de-chaussée, alors qu'ils n'étaient même pas à la maison. Les portes claquaient devant nous, des objets nous étaient lancés. C'est devenu dangereux très vite. Les gens se faisaient griffer, gifler, tirer dans les escaliers. Un élastique a traversé la chambre de mon frère et a eu assez de force pour lui faire un bleu sur la joue. Des témoins de Jéhovah sont venus chez nous et la porte leur a claqué au visage. Alors on a décidé d'appeler un prêtre. Il a refusé d'entrer dans la maison. On a appelé un exorciste, c'était devenu effrayant. On a dormi dans la chambre de nos parents pendant des mois, non pas parce que nous avions peur, mais parce que nos parents avaient peur. Ça a duré environ 7 ans de plus, jusqu'à ce qu'on déménage. Puis le cycle a recommencé. Petite nuisance, silhouette sombre, puis chaos. On a fini par comprendre que cet esprit n'était pas attaché à la maison, mais à notre famille. Ma grand-mère disait toujours qu'elle tenait mon arrière-grand-mère pour responsable des démons, parce qu'elle était gitane. Cette chose s'était d'abord attachée à mon arrière-grand-mère, puis à ma mère et maintenant à mon frère. On a déménagé de maison en maison, avec quelques années de paix entre 2 périodes de terreur. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Je pratique la sorcellerie, je me concentre sur la magie blanche et la création d'un espace sûr d'amour et de lumière pour moi et ma famille. Il y a environ 3 semaines, j'ai utilisé de la magie de sang pour créer un sort de protection pour toute ma lignée. Je n'ai même pas pensé à ce que ça pourrait faire à propos du démon attaché à notre famille. Pour être honnête, j'avais oublié qu'il existait. Rien de mauvais ne s'est produit chez nous depuis environ 4 ans, et j'avais complètement oublié que mon frère vivait encore des choses depuis qu'il avait déménagé. J'ai juste placé ce sort de protection pour m'assurer qu'aucune de mes pratiques n'affecterait négativement mes proches. Hier soir, ma meilleure amie d'enfance m'a envoyé un message me disant qu'un esprit dans sa maison répétait mon nom encore et encore. Petite précision, cette amie et moi faisions de la chasse aux fantômes dans mon ancienne maison tout le temps. Elle dormait souvent chez moi, et c'est elle qui avait le plus d'expérience avec ce démon parmi ceux qui ne faisaient pas partie de ma famille immédiate. Ma première pensée a été un guide spirituel, parce qu'encore une fois, j'avais complètement oublié l'existence de ce démon. Je lui ai demandé d'expliquer, et elle m'a dit que depuis quelques semaines, elle vivait de petites choses étranges, comme des objets déplacés, ou des choses qui tombaient du comptoir. Puis elle a dit qu'elle avait vu une silhouette sombre, et là, ça a commencé à devenir effrayant. Elle a décrit exactement ce que je me rappelle avoir vécu pendant des années. Quand elle a dit qu'elle avait entendu sa mère l'appeler depuis le sous-sol alors que sa mère n'était même pas dans la maison, j'ai senti mon cœur se serrer. Je lui ai demandé ce qu'elle avait demandé à l'esprit quand il lui a dit mon nom. Elle a dit qu'elle lui demandait comment il était arrivé là et qu'il s'était contenté de dire Ashley 4 fois. Je lui ai demandé quand ça avait commencé. Elle m'a répondu il y a quelques semaines. J'ai appelé mon frère, je lui ai demandé s'il avait vu quelque chose de paranormal récemment.
Il a dit, tous mes appartements ont été hantés. Donc résumons, pendant des générations, ce démon a tourmenté notre famille. Il y a 3 semaines, j'utilise de la magie de sang pour protéger ma famille. Il y a 2 semaines, mon frère arrête d'avoir des expériences paranormales. À ce moment-là, ma meilleure amie d'enfance commence à vivre ces choses chez elle. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais désolée que l'entité se soit attachée à sa famille maintenant. Et elle m'a répondu qu'elle ne pensait pas que ça venait de nous. Elle a dit qu'elle avait vu une femme spirituelle et que ça avait commencé peu après. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette femme n'est qu'une coïncidence. Je ne sais pas comment lui dire que nos timelines sont beaucoup trop alignées pour que ce soit juste un hasard. Je ne lui ai pas parlé du sort de protection, je me sentais tellement coupable. Elle sait que ce démon est attaché à notre famille, donc je suis presque sûre qu'elle pense qu'il l'est encore. Il y a quelque temps, plusieurs amis sont venus chez moi et on a traîné ensemble. Une amie qui s'initiait à la sorcellerie à l'époque avait apporté ses bougies, ses cristaux, ses cartes de tarot et son pendule. On a toujours été fascinés par le surnaturel, alors on a décidé d'essayer de contacter quelque chose. On était stupides. On n'a pas purifié l'endroit avant, ni tracé de cercle. On a attiré une tonne d'énergie négative, un de mes amis jurant même avoir vu des silhouettes d'ombre. On leur a parlé un peu, puis on a eu la brillante idée d'aller dehors, dans un endroit abandonné près de chez moi. J'avais la sensation que quelque chose me rongeait de l'intérieur. Ils ont insisté pour y aller, alors on y est allé. On a vu une sorte de silhouette humanoïde difforme sur le chemin dans les bois, et on a couru. Quand on est revenu, on était tous épuisés, et on a purifié la maison. Moi et un ami sommes retournés sur les lieux plus tard dans la journée, et on n'a trouvé aucune empreinte humaine, juste des traces de cerfs et d'oiseaux. Une de mes amies qui était là a emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois. Elle vit des phénomènes paranormaux. Son lit tremble sans raison apparente. Elle voit des choses la regarder dans son miroir la nuit et des silhouettes sombres traverser sa maison quand elle est seule, ainsi que des bruits. Son sous-sol dégage une très mauvaise énergie, surtout le petit espace sur les escaliers qui a une serrure à l'intérieur alors que l'endroit est entièrement aménagé. Elle a aussi fait un rêve étrangement vif où un homme lui rendait visite et l'emmenait dans un désert sans soleil, juste des nuages. Il lui a dit qu'elle savait qui il était, puis elle s'est réveillée. Mon amie est chrétienne et fait des prières, mais celles-ci n'ont pas l'air de fonctionner. Je prévois de lui rendre visite ce soir ou ce week-end. Je crois que quelque chose s'est attaché à elle cette nuit-là, puisqu'elle entendait déjà des bruits et voyait des ombres depuis ce moment. Les choses ont juste empiré avec la nouvelle maison. C'est une histoire que mon ami Ricky a racontée plusieurs fois à notre groupe d'amis. Il a maintenant 23 ans et ce qui suit est une longue liste d'événements qui lui sont arrivés au fil des années. L'histoire est longue et peut être confuse car la famille de Ricky a beaucoup déménagé et voici mot pour mot ce qu'il m'a raconté. Ma mère faisait de la magie blanche, elle faisait des soins, des remèdes maison. Je ne sais pas si c'est un lien avec ce qui m'est arrivé, mais en grandissant, il est devenu clair qu'il y avait une connexion majeure. Bref, voilà. Nous vivions dans une petite maison de ville et je partageais une chambre avec mon frère. À l'époque, nous vivions dans un quartier dangereux de Los Angeles. Je me souviens que quand j'avais 5 ans, ma mère était toujours au téléphone avec ma sœur Sally. Elle avait environ 20 ans et vivait seule. Il était 1 ou 2 heures du matin et ma mère la consolait. Je l'entendais pleurer au téléphone tout le temps. Je pensais que c'était des histoires de garçons et je n'y prêtais pas attention. Après quelques semaines de ces appels, ma mère nous a emmenés, mes petits frères et sœurs et moi, chez ma grande sœur Christy, et nous avons passé la nuit là-bas. Elle avait un petit appartement d'une chambre et nous dormions tous par terre, ce genre de truc. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais elle nous faisait lui masser les pieds toute la nuit et si nous n'obéissions pas, elle nous faisait dormir debout dans un coin de la chambre. Le plus étrange, c'était la façon dont nous dormions, tous en cercle autour d'elle, par terre. J'étais au pied du lit, ma petite sœur et mon frère étaient de chaque côté du lit. Une nuit, après lui avoir massé les pieds, j'ai essayé de dormir. Je me souviens qu'il faisait beaucoup plus froid que d'habitude. C'était l'hiver, mais cette nuit-là était différente. Je m'endormais quand je me suis réveillée en entendant des hurlements. Ma sœur criait vers la porte. J'ai regardé la porte et elle s'est mise à s'ouvrir lentement.
J'ai vu une boule rouge rouler à l'intérieur. Pas une balle de jouet, mais autre chose. Ma sœur hurlait pour que ça sorte. D'un coup, la porte s'est fermée violemment. Dès qu'elle s'est fermée, ma sœur s'est mise à pleurer hystériquement. J'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée allongée par terre complètement perdue. Le matin, ma mère est venue nous chercher et je n'arrêtais pas de lui dire que je ne voulais plus jamais retourner là-bas. Elle m'a dit qu'on n'aurait plus à y aller. Après ça, nous n'y sommes plus jamais retournés et c'est là que les choses ont changé. Quelques nuits plus tard, la famille est allée au drive-in pour voir un film. Toutes les lumières étaient éteintes et nous partions. Nous avions laissé la radio allumée pour faire croire que quelqu'un était à la maison. En sortant, j'ai levé les yeux vers l'escalier et j'ai vu la silhouette d'une grande forme noire nous regarder d'en haut. Je l'ai observée quelques secondes, puis elle s'est éloignée lentement vers l'une des chambres. Je ne savais pas si c'était la chambre des enfants ou celle de ma mère. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai ignoré et j'ai été soulagée qu'on quitte la maison. Quelques jours plus tard, nous nous préparions à dormir et je repensais à cette ombre. Mon frère dormait à côté de moi et mon attention a été attirée par la table dans la chambre. J'ai vu un chien noir sur la table. Je ne pouvais pas détourner le regard. Mon corps était paralysé. Un long moment s'est écoulé et j'attendais que quelque chose se passe. Le chien noir s'est mis à venir vers moi, et comme j'étais un enfant, je me suis caché sous les couvertures. Je n'ai rien senti, rien vu après ça. Je me suis endormie. J'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit que c'était à cause des films d'horreur que je regardais. Et comme j'étais un enfant, je l'ai cru. Pourquoi une mère mentirait-elle? Rien de majeur ne s'est produit pendant quelques années. Quelques ombres ici et là, mais il y avait toujours une présence. Je la sentais sans jamais la voir. Une paranoïa constante. Depuis mes 5 ans, je n'ai jamais eu l'impression d'être seule. Il y a toujours eu quelque chose avec moi. De 5 à 11 ans, nous avons beaucoup déménagé, donc ce n'était pas la maison qui était hantée, c'était attaché à la famille. À 9 ans, les choses ont évolué. Les finances de ma mère montaient et descendaient, mais quand nous nous sommes remis sur pied, nous avons déménagé dans un quartier un peu meilleur, mais toujours ghetto. Nous avons emménagé sur un terrain avec une maison principale et 2 appartements à 2 étages derrière. Nous vivions dans la maison principale, 3 chambres, un grand salon pour nous. À cette époque, mon frère Jack est né, et pendant un moment, j'ai eu l'impression que la seule façon de faire face à tout ça était d'accepter la présence de cette chose dans ma vie. C'est pour ça que j'ai essayé si longtemps de me convaincre que c'était mental. Le terrain était organisé ainsi. La maison devant, une cour derrière, puis les appartements, et derrière les appartements, une zone boisée. Tous les enfants avaient peur de s'approcher de la zone boisée. Les appartements n'étaient pas encore loués. Ma sœur et moi avions peur de sortir les poubelles. Les poubelles étaient derrière les appartements, pas juste derrière la maison. Christy et moi jouions derrière la maison et nous sentions qu'on nous observait. On pensait que c'était les voisins, mais on ne voyait jamais personne. Puis on a entendu un craquement au sol. On a regardé et on a vu les feuilles s'écraser, comme si quelque chose d'invisible marchait dessus. On a couru à l'intérieur. Plus tard, ma mère m'a envoyé sortir les poubelles et je ne pouvais pas y aller seule, alors j'ai emmené Christy. En marchant, on sentait quelque chose. On a levé les yeux vers les appartements vides et à la fenêtre du 2e étage, on a vu quelque chose nous regarder. Ce n'était pas un sans-abri, ce n'était pas un humain, c'était un regard qui transperçait. J'ai crié. Je ne sais pas si ma sœur l'a vu, mais elle a couru avec moi. On s'est enfermés dans nos chambres, personne n'en a reparlé. Quelques nuits plus tard, nous regardions la fiancée de Chucky sur le canapé dans le noir. Ma mère était dehors. Je déteste ces films, donc je ne regardais pas vraiment. Christy n'avait plus de poupées, juste quelques Barbies. Nous étions 5 enfants serrés sur le canapé. Dès que le film s'est terminé, toutes les lumières se sont éteintes. La radio s'est allumée à fond, puis le volume a diminué lentement jusqu'à s'éteindre. Silence total. Une Barbie s'est mise à parler. On pensait que quelqu'un nous faisait une blague, mais la Barbie était à 10 mètres dans une chambre. Elle n'était pas programmée pour ça. On a hurlé et on a couru dehors vers ma mère qui arrivait. Elle est entrée et tout était normal, lumière allumée, rien d'anormal. Les enfants ont arrêté de raconter les événements à ma mère parce qu'elle se mettait en colère. On ne comprenait pas pourquoi, alors on a appris à ignorer. Notre seule protection adulte ne faisait rien. Que pouvions-nous faire? Encore aujourd'hui, seuls Christy et moi parlons de ces choses. Avec le temps, j'ai remarqué d'autres choses étranges. Parfois, je trouvais des objets dans le congélateur. Un petit flacon de médicaments contenant une sorte de mucus avec un papier roulé portant un nom. Ma mère me disait de ne pas y toucher. Parfois, elle faisait venir des gens pour purifier la maison. La nuit, on entendait des rires d'adultes dehors, alors qu'il n'y avait personne. Des petits rires brefs et inquiétants. À cet âge, j'essayais de me dire que c'était des chats ou un voisin.
Mon ami et moi étions toujours en train de faire des bêtises sur Internet. Vous savez comment c'était en 2001 ? La connexion prenait une éternité, donc on naviguait 2 ou 3 pages à la fois. En surfant, on a commencé à chercher des trucs effrayants. Mon pote voulait aller sur un site de rituels sombres sur lequel on était tombé par hasard. Le site proposait des sorts et des trucs sur les démons. Je ne me souviens pas de tout, mais c'était très simple. Page noire et blanche, juste du texte, des instructions, quelques images flippantes, et on pouvait tout imprimer. Je me rappelle aussi qu'il y avait des fichiers audio de possession, etc. Le site nous foutait vraiment la trouille, mais bon, comme 2 ados rebelles, on a décidé d'essayer l'un des sorts. Je ne me souviens plus exactement lequel, mais je crois qu'il s'agissait d'invoquer un esprit qu'on ne pouvait appeler que le soir d'Halloween. On est tombé à court d'encre en essayant d'imprimer, peut-être un signe, mais on n'a pas arrêté pour autant. Mon ami a dit qu'il achèterait de l'encre avant Halloween et qu'on ferait le rituel. Aussi honteux que ce soit à admettre, on était excités et curieux de voir ce qui se passerait. Quelques jours plus tard, Halloween est arrivé et mon ami m'a invité à dormir chez lui. Il m'a dit qu'il avait imprimé le sort. Ma mère a dit oui et j'y suis allée. Il vivait dans un quartier très fréquenté par les enfants pour Halloween. Sa maison était à un coin de rue, une maison de banlieue tout à fait normale. On a distribué des bonbons et je me souviens que son père, un type super, nous a dit de continuer à donner des bonbons, puis il est allé se coucher. Il travaillait beaucoup. C'est là que tout a commencé, enfin en quelque sorte. On a éteint les lumières du porche et on est allé dans la chambre pour lire les instructions du sort. C'était simple, réciter quelques mots devant un miroir avec une bougie et rester dans la pièce un certain temps. On est allé dans la salle de bain avec une petite bougie, on a lu le sort, on est resté un moment et rien, pas de sensation étrange, rien de visible. On est sorti déçus. Quelques semaines plus tard, on a pu traîner ensemble à nouveau. Je suis resté dormir chez son père et on a joué aux jeux vidéo toute la nuit. Quand il a fallu dormir, il a pris le lit et moi le fauteuil inclinable dans sa chambre. Il devait être 3 ou 4 heures du matin quand on a éteint la console. C'est là que c'est arrivé. Peu après que les lumières se soient éteintes, on a entendu un bruit de grattement. Le meilleur moyen de le décrire, comme un énorme rat ou un animal qui fera un long bruit de déchirure et de griffes. Le grattement s'est arrêté, puis on a entendu des rires d'enfants et des petits pas qui couraient dans le couloir derrière sa chambre. On a bondi du lit et du fauteuil, et il a allumé la lumière. Je n'oublierai jamais nos regards, les yeux écarquillés, complètement choqués. On avait tous les deux entendu exactement la même chose. Il n'y avait aucun enfant dans cette maison. On a fouillé partout, rien. On en parle encore aujourd'hui, et on regrette d'avoir joué avec ce sort et avec des choses qu'on ne comprenait pas. C'est arrivé qu'une seule fois, mais ce que c'était mauvais, vraiment mauvais. Tous les soirs en rentrant du travail, je dois passer devant cette maison. Sa famille n'y vit plus. La maison me donne toujours la chair de poule et j'évite de la regarder. Faites attention quand vous touchez à l'inconnu.